Bienvenue sur Coup Double. Dans ce podcast, on explore, on raconte et on célèbre la vie avec des jumeaux. Chaque semaine, plongez avec moi dans des témoignages, des échanges avec des experts et des retours d'expérience de parents comme vous et moi qui répondent aux questions qu'on se pose tous. Je suis Camille, maman de 3 enfants rapprochés dont des jumeaux et créatrice de Coup Double depuis novembre 2024. Coup Double, c'est un univers dédié aux parents de jumeaux. Avec le podcast bien sûr, mais aussi une page Instagram pour échanger ensemble et un site rempli de ressources et de produits pensés pour nous, les parents de jumeaux. Notre mission est simple, célébrer la parentalité gémellaire dans toute sa beauté et sa complexité. Alors si vous êtes un parent, un futur parent, le proche d'un parent de jumeaux, ou juste curieux d'en savoir plus sur la gémellité, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Coup Double. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode à 2 voix, qui est le tout premier épisode à 2 voix de la saison 2. Et c'est un épisode assez spécial. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir l'histoire d'Elisabeth, qui est maman de 4 enfants. Elle est maman de Christian et Gabriel, ses jumeaux monozygotes, de Maxence et de Jeanne, qui n'étaient pas encore nés au moment de notre enregistrement. Ce qui rend le témoignage d'Elisabeth unique, c'est que Christian, l'un de ses jumeaux, est porteur de trisomie 21, ce qui est un fait rarissime dans le cas d'une grossesse gémellaire monozygote. Dans cet épisode, Elisabeth nous raconte comment, au milieu de sa première grossesse, elle découvre que l'un de ses jumeaux est porteur de trisomie 21, après avoir fait des examens qui révèlent une anomalie d'alimentation par le Doppler, ainsi qu'une malformation cardiaque. Elle revient sur la naissance prématurée de ses 2 garçons, avec une entrée fulgurante dans la maternité et des premières semaines très intenses, et elle nous partage aussi la suite de leur parcours, son adoration devant ces 2 garçons, leur quotidien finalement assez ordinaire, comme elle le dit, la place qu'ont la gémellité et le handicap au sein de leur famille, et la chance d'être la maman à la tête de cette belle tribu. Avant de commencer, je voulais vous dire un grand merci à tous pour vos retours sur le dernier épisode. Je suis vraiment ravie de voir que le nouveau concept des épisodes coup de pouce, où plusieurs parents répondent à une même question, vous a vraiment plu. Alors si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître Coup Double. Alors maintenant, je vous laisse avec le témoignage d'Elisabeth et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elisabeth. Bonjour Camille. Merci d'être avec moi aujourd'hui, de venir partager ton histoire, l'histoire de ta famille. Tu vas nous en dire un peu plus du coup dans les prochaines minutes. Est-ce que pour commencer justement, tu peux te présenter, nous présenter aussi ta famille pour que tout le monde sache qui tu es et qui vous êtes? Alors, je suis Elisabeth, donc, avec Jean-Philippe. Nous avons eu des jumeaux et ensuite un petit garçon. Et là, nous attendons un ou une petite quatrième. Pour une fois, on se garde la surprise pour dans Génial, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous dire les prénoms de ces 3 enfants? Oui, alors il y a Gabriel et Christian, et puis il y a Maxence ensuite. Et donc, donc Gabriel et Christian, qui sont les jumeaux, c'est des jumeaux monozygotes ou dizygotes? Voilà, alors ce sont des jumeaux monozygotes avec la petite particularité que Christian est porteur de trisomie 21. Ça marche. Du coup, c'est ce sur quoi on va orienter l'épisode, parler de ce lien de gémellité entre tes garçons et puis du fait rarissime que l'un d'entre eux, malgré le fait que ce soit des monozygotes, soit porteur de trisomie 21. Voilà. On va revenir sur du coup ta première grossesse, la grossesse de Christian et Gabriel. Toi, comment est-ce qu'elle se passe le début de cette grossesse et comment est-ce que tu réagis aussi quand tu apprends qu'il y a 2 bébés? Alors, la grossesse, c'était un petit peu surprise parce que j'avais des cycles pas forcément toujours très réguliers. J'ai un peu de retard par rapport à ce que je pensais, donc je fais un test qui s'avère positif. Donc, un peu choquée, ouais. Et puis, je voulais faire une annonce un peu spéciale pour mon mari. Donc, en fait, je l'ai gardé pour moi pendant 2-3 jours, je crois. Donc déjà le test positif, super contente et toute contente de préparer mon annonce au papa et tout. Quand je lui dis, lui aussi très très content. On avait déjà plus ou moins les prénoms, si c'était fille, si c'était garçon. Enfin bon, on était voilà, super content. Et puis je commence à être bien malade. Bon, moi c'est ma première grossesse, donc je me dis que voilà que j'ai pas de chance, que je suis malade et voilà, c'est comme ça. Et puis je suis quand même très 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 fatiguée et très malade. Et en fait, on se pointe pour l'écho du premier trimestre. Donc j'avais pas fait d'écho de datation parce que
Je crois que ça tombait au moment où on était en voyage à ce moment-là. Enfin bon, ça tombait pas très bien. Et puis j'y pensais pas forcément comme une. Enfin pour moi tout allait bien et voilà et c'était pas la peine. Donc j'avais pris directement rendez-vous pour l'écho du premier trimestre Ok. et on y arrive. Et je me souviens en plus, mon mari aime bien raconter que en salle d'attente, il y avait un autre papa et puis il rigolait et puis à un moment il dit ah imaginez en plus vous apprenez que c'est des jumeaux. Enfin bon et c'était vraiment la blague parce qu'en fait moi je savais pas à l'époque. Bon il y a eu des jumeaux dans ma famille du côté de ma grand-mère. Enfin les Ouais. générations bien au-dessus quand même, hein. Mais ça, je l'ai appris que plus tard. Au moment de l'échographie, on savait juste que le grand-père de mon mari avait eu un jumeau qui était mort-né. Ok. Et du coup, en rigolant, il me disait, imagine, c'est des jumeaux. Bon, c'était un peu la blague, pas drôle, quoi. Et du coup, on passe enfin pour l'échographie. Il devait être 21h, je crois. Enfin, c'était un truc horrible. Et on passe enfin à l'échographie. Et là, il commence. Et là, on entend le gynéco. Ah, des jumeaux. Et là, je regarde mon mari. Je crois que je l'ai fusillé du regard. Parce que du coup, à l'époque, bon, on n'était pas trop renseignés sur l'hérédité ou pas. Je me disais, c'est sûrement de sa faute si c'est des jumeaux. Donc je le fusille du regard. Et là, donc, bon, le gynéco fait rapidement l'écho. Il voit qu'il y a les deux bébés et tout. Et du coup, il nous dit que là, bah, il n'a pas le temps de faire l'écho du premier trimestre sur deux bébés, donc on reprogramme un rendez-vous et je sors du rendez-vous et horrible quoi. Enfin, moi tout de suite quand il m'a dit jumeaux, je me suis dit oh, deux fois de tout. Ouais. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est pas deux fois plus d'amour et de bébés, et de câlins et de joie de vivre, c'était deux fois plus de tous les inconvénients quoi. Moi, Ouais. Hmm. je m'étais imaginé, voilà. Cocooner, être avec mon petit bébé, l'allaitement sur mon petit fauteuil, un bébé. Enfin bon, je m'étais fait ma vie avec un bébé et là on me dit il y a deux bébés, je me dis oh, deux fois plus de tout. Et donc moi ça a bien duré. Et en fait, je crois que c'est au bout le lendemain, je me souviens, j'appelais mes sœurs, limite en pleurs, elles croyaient qu'il y avait un problème, enfin un vrai problème quoi. Et en fait, je disais bah il y en a deux. Alors bon, je me souviens, il y en a une qui m'a dit ah bon bah c'est bon, c'est que ça quoi. Enfin et et en fait, je me souviens que c'est en rentrant du boulot, le deuxième jour, je me suis dit, mais en fait, t'as pas le droit de te plaindre d'avoir la chance d'avoir deux bébés. On avait quand même du monde autour de nous qui n'arrivait pas à avoir d'enfants et tout. Et je me suis dit, mais en fait, t'as pas le droit de te plaindre. T'as la chance d'avoir deux bébés d'un coup. T'as pas le droit de te plaindre. Et en fait, à partir ouais, au bout de 2 jours, j'ai commencé à me réjouir et à me dire, bon, allez, on va voir ça de façon positive. Et de toute façon, j'avais intérêt parce que, bah, c'était comme ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Du coup, passé donc la découverte et puis ces petites 48 heures d'acceptation, bah, comment ça se passe le reste de ta grossesse? Est-ce que ça continue à se passer bien malgré les premiers mots, voilà, les vomissements et, euh, et la grosse fatigue du départ? Ouais, alors là, ça a fini au début du 5e mois, je crois. Moi, j'ai eu 4 mois vraiment pas très faciles. Et puis après, ça a commencé à bien s'atténuer. Et puis le fameux regain d'énergie et de tout Hmm. ça au deuxième trimestre, ça j'ai connu. Et après, ça s'est plutôt bien passé. Et je me souviens, à 6 mois, enfin, ça tombait le jour de mon congé mat. Je me souviens plus. Je me suis retrouvée à aller aux urgences. Et en fait, on a vu que le col se rétrécissait pas mal sous l'effet de contractions que je ne sentais absolument pas. Du coup, j'ai été en menace d'accouchement prématuré. Et donc consigne bah, d'alitement. Enfin, voilà, rester tranquille la journée. Donc j'ai commencé, bah, du coup 6 mois, oui, ça faisait commencer le dernier trimestre sur le canapé. Je passais mes journées sur le canapé. Voilà, c'était pas, j'en ai pas forcément un mauvais souvenir parce que j'étais pas complètement alitée. Et en fait, enfin entre 6 et 7 mois, on a vu que chez Christian, il y avait un problème d'alimentation in utero, donc via le Ok. cordon. Via le cordon, les Dopplers étaient pas bons. Comme il y avait ce problème d'alimentation qui persistait, en fait, la sage-femme qui me faisait les échos m'a envoyée en maternité de niveau 3
en consultation donc du service des grossesses à haut risque pour vérifier ce problème, et enfin pour constater ce problème et puis pour voir ce qu'on faisait, quoi. Donc le gynécologue fait l'échographie, et puis, donc il confirme le problème de Doppler, il dit oui, oui, il y a bien un problème d'alimentation, mais ce qui m'inquiète là, c'est le cœur. Et en fait, c'était passé inaperçu. Alors bon, j'ai appris plus tard que ça peut apparaître aux environs de 7 mois. Donc c'est peut-être pour ça qu'on l'avait pas vu avant. Mais le fait est que là, on découvrait pour la première fois que Christian, du coup, avait un problème au Une cœur. anomalie, ok, Voilà, une malformation cardiaque. ça Et marche. donc il nous dit, bah voilà, il y a telle malformation. Qui dit malformation cardiaque dit probablement anomalie chromosomique, ou en tout cas autre problème qui en serait la cause. En fait, dans D'accord. la foulée, tout de suite, on m'a emmené faire une amniosynthèse. Et donc avec mon mari, on se souvient pas trop qu'on ait eu le choix ou pas de faire cette amniosynthèse. Hmm. Vraiment, on m'a emmené en mode brancard et tout de suite faire l'amniosynthèse. C'est mon mari qui a signé la décharge, enfin l'autorisation pendant qu'ils étaient déjà en train de me piquer, quoi. Ah oui. Euh, et c'était vraiment l'urgence. Il fallait faire l'amniosynthèse pour voir tout de suite s'il y avait un problème, quoi. Donc amniosynthèse sur Christian. Donc elle nous dit qu'elle envoie ça en urgence, en priorité au laboratoire, et que dans 48 heures, on aura les résultats pour... Donc ils envoyaient au laboratoire pour avoir le cariotype, et en 48 heures, on avait les résultats donc pour trisomie 13, 18, 21 et le syndrome 22q11. Et donc qui sont manifestement les quatre principaux qui recherchent en priorité, quoi. Donc, et Avant puis, ça, vous avez pas fait le test de dépistage de la trisomie 21? Enfin, moi, je sais que ça a été automatique. ouais, Avant ça, vous non. aviez pas eu En fait, on nous l'avait proposé, bien sûr, Ouais. il y avait une histoire que, comme c'était des jumeaux, il fallait faire un truc un petit peu plus invasif que la simple Ouais. prise de Mhm. sang. En fait, on s'était dit, dans tous les cas, ça changera rien à la poursuite de la grossesse. Et en plus, du coup, j'ai pas précisé que mon mari est grand frère d'un d'un garçon porteur de trisomie 21. Donc en fait, si tu veux, on avait déjà le cas dans la famille proche, et on s'était dit, bah, il y a vraiment très peu de chances que ça tombe deux fois au même endroit, quoi. Et Hmm. donc on s'était dit, bon, il y a vraiment peu de chance, c'est des jumeaux, donc c'est un peu plus compliqué. Et on s'était dit, bon, on laisse tomber parce que de toute façon, en plus, ça changerait rien. Donc là, on fait la myosynthèse en attente des résultats. Dans la foulée, elle nous prend un rendez-vous le soir même avec un cardiopédiatre pour confirmer la cardiopathie et puis échanger avec un spécialiste, quoi. Donc le soir, on est allé au rendez-vous du cardiopédiatre qui a confirmé donc la communication interventriculaire. Il nous a rassurés sur... Nous, on voulait... Voilà, on lui a demandé est-ce que il pourrait vivre normalement, entre guillemets, jusqu'à l'opération. Enfin, voilà comment ça allait se passer. Et puis, il nous a rassurés sur le fait que oui, il faudrait bien une opération aux alentours de 5 c'était combien? 5 kilos? Non, 4 kilos, je crois, il nous disait. Ok. Donc, ça faisait à peu près 4 mois de vie. Donc, on savait qu'après l'été, il faudrait prévoir une opération cardiaque. Et puis, il nous avait assuré que d'ici là, oui, ça serait un petit peu compliqué pour lui parce que bah, forcément, le cœur est touché, mais qu'il pourrait vivre normalement et qu'il n'allait pas mourir dans l'été. Enfin, que voilà, qu'il n'était pas du tout en danger immédiat ou autre. Donc ça, ça nous a bien rassurés. Voilà, donc le jeudi, je rentre à l'hôpital, je commence Mhm. l'hospitalisation, et le fameux vendredi, donc 48 heures après, on voit, enfin on attendait du coup la visite de la gynécologue qui devait nous apporter les résultats de l'amniosynthèse. Ouais. Et en fait c'est mon mari qui l'a vu entrer en premier, parce que moi la chambre était disposée de façon à ce que je voyais pas les personnes qui entraient dans la chambre. Et lui, tout de suite, en voyant la tête de la gynéco, bon, il s'est dit, il y a quelque chose. Il a compris qu'il y avait quelque chose, ouais. Ouais. Tout de suite, il a vu qu'il y avait quelque chose, donc je crois qu'il s'est levé pour venir près de moi. Et puis, elle est arrivée, bon, avec une tête d'enterrement, en nous disant, bon, on a bien une trisomie 21. Et nous, c'est vrai que pendant les 48 heures où on attendait, je crois que mon mari, il se disait, bah,
il se disait non, il y a peut-être rien. Enfin bon. Et puis petit à petit quand même, on se disait, moi je me disais, mais il y a forcément quelque chose. Enfin, il y a forcément quelque chose. Je sais pas. Je me persuadais qu'il y avait quelque chose. Je me disais, il y a pas des cardiopathies comme ça. Alors que oui, Hmm. dans les faits, oui, il peut y avoir des cardiopathies sans anomalie chromosomique qui soient liées. Mais là, je me disais, moi, de plus en plus, je me disais, il y a quelque chose. Et pourtant, bon, bah, ça reste un choc, la gynéco qui nous dit, bon, bah, on a bien une trisomie 21. Mon mari, tout de suite, lui, il s'est dit, bon, enfin, il a été soulagé dans le sens où il s'est dit, bon, c'est la 21 Ouais. dans le Mhm. sens où il la connaissait, dans le sens où l'espérance de vie n'avait quand même rien à voir avec la trisomie 13 et 18. Hmm. Bon, le syndrome 22-11, on connaissait pas trop, mais et comme tout le monde, bah, on a regardé sur Internet et puis c'était pas Ouais. forcément joli non plus. Hmm. Donc en fait, quand elle nous dit, bon, c'est la trisomie 21, lui, sa première réaction, bah, ça a été qu'il a été soulagé. Et moi, je me souviens d'avoir eu un petit blackout de quelques minutes où bah, ça reste un choc en fait, ça reste un choc et de te dire bah oui, il y a quelque chose, mais moi ce qui m'a surtout fait un peu bugger, c'est de me dire bah zut, il va arriver dans une société où la trisomie 21 est pas bien vue quoi. Enfin, voilà, on va pas se mentir, il y a quand même Ouais, où c'est encore compliqué, où ça reste oui encore oui, c'est pointé du encore doigt, entre guillemets. Voilà. oui, Hmm. oui, voilà. Et je me suis dit, et voilà, ma première pensée, ça a été, mince, il va arriver dans une société qui ne voudrait pas de lui, en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, tout de suite, je me dis, est-ce que les gens vont être méchants? Enfin, j'ai pensé, je me suis dit, bah, comment le monde, entre guillemets, va réagir face à lui? Bon, après, le soir même, moi, c'était redevenu mes deux petits garçons. Enfin, je me disais pas, c'est mon, Ouais. contrairement, contrairement un peu au personnel médical, on a cru comprendre que voilà, j'étais devenue la maman du petit trisomique. Donc, Hmm. donc moi, non, c'était pas du tout comme ça. Moi, c'était tout de suite, enfin, très vite, ça a été juste mes deux garçons que j'attendais et que j'avais Ouais, il n'y hâte avait pas de de récupérer. particularité en plus, Ouais, voilà. malgré la trisomie 21. Est-ce qu'ils t'ont expliqué s'il y avait un potentiel risque aussi que Gabriel soit porteur? Enfin, qu'est-ce qu'il en était pour Gabriel? Ouais. Dans la foulée de l'annonce, du coup, elle nous a dit, bon, bah, elle nous a dit un truc du style réfléchissez à la suite que vous voulez donner à la grossesse. Donc tout de suite mon mari a Ah mis les ouais. choses au clair. Ouais ouais, tout de suite mon mari a mis les choses au clair en disant nous on garde enfin on garde Christian, il n'y a pas de débat là-dessus. Et en fait, elle nous a dit, bon, réfléchissez aussi si vous voulez. Elle nous a laissé le week-end pour réfléchir si on voulait faire une amniosynthèse pour Gabriel, parce que du coup, elle nous avait dit, enfin, elle nous a dit comme ils étaient chacun à sa poche et chacun son placenta. Donc la disposition des jumeaux dizygotes. Enfin, Ouais. c'est 30% de chance quand même que ce soit des jumeaux monozygotes quand c'est dans cette disposition-là, quand c'est de même sexe. Et du coup, elle nous a dit, bon voilà, comme il y a tant de pourcents de chances que ce soit des jumeaux monozygotes et que du coup Gabriel soit aussi porteur, réfléchissez si vous voulez faire l'amniosynthèse pour Gabriel. Bon, elle a quand même été correcte de nous rappeler que une deuxième amniosynthèse, bah, c'était aussi un petit risque en plus. Bien sûr. Je crois qu'on s'est quand même un peu posé la question. Et puis très rapidement, dans le week-end, on s'est dit, non, bah, on verra en fait, on n'est plus à ça près, on voulait pas prendre le risque. Et puis lui, pour le coup, Gabriel, aux échographies, il y avait vraiment aucune anomalie, tout allait bien. Alors ensuite, du coup, pour toi, comment est-ce que ça se déroule le reste de ta grossesse? Tu disais, du coup, tu étais en menace d'accouchement prématuré. Il y a le suivi de l'anomalie cardiaque pour Christian. Comment est-ce que ça se déroule, cette fin de grossesse pour toi? Alors la fin de grossesse, bah, ça a été rapide parce que Ouais. dans ce cas-là de problème d'alimentation in utero, la gynéco nous avait prévenu que les médecins ne laissaient pas dépasser 34 semaines d'aménorrhée. Et là, j'étais déjà à 32, genre plus un ou 2. Donc, en fait, là, l'idée, c'était que les prochains jours, je sois hospitalisée et que si le problème ne s'améliorait pas, eh ben, on déclenche à 34, en fait. Enfin, je veux dire césarienne à 34. Euh, et donc, là, la fin de la grossesse, en fait, j'étais hospitalisée, monito tous les jours, et puis échographie tous les 2 3 jours. Euh, et puis après, le jour J, bah, réveil super tôt parce qu'il fallait prendre les médocs, les trucs. Enfin bon, il fallait se préparer à descendre. Je crois qu'on est descendu vers 9 heures. Et en fait, j'ai attendu bah, jusqu'à
3h moins le quart, un truc du genre. Enfin, j'ai Ah attendu, ouais, ouais, j'ai attendu plusieurs heures dans la salle en bas parce qu'en fait, il y avait des urgences. il y a des urgences, ouais. Il y avait des urgences et puis vers 14h45, je crois, un truc du genre, le gynéco arrive pour me dire, bon, c'est bon, vous êtes la prochaine. Et non, bah la césarienne en elle-même, moi j'ai un mauvais souvenir parce que voilà, j'étais pas enfin on m'expliquait pas forcément ce qui se passait. J'ai compris, enfin j'entendais et j'ai compris toute seule qu'en fait ils avaient du mal à sortir Gabriel, qui était le premier à se présenter. Et ils avaient du mal à le sortir. J'ai su après coup, il me semble qu'il avait le cordon en fait autour du cou Autour du cou, ok. et qu'ils avaient eu un peu de mal à le sortir. Et en fait, je comprends très rapidement que bah Gabriel ça va pas trop et en fait il l'emmène directement. Et donc moi je commençais à pleurer, enfin j'étais pas bien et puis on se sent impuissante quoi. Enfin non, moi j'ai vraiment pas très bien vécu. Je sentais pas forcément le personnel très compatissant, enfin l'anesthésiste. Enfin j'ai pas un bon souvenir. J'ai vraiment pas un bon souvenir de comment ça s'est passé. Et puis après soulagée de les entendre dire que Christian se présentait de lui-même et que donc 1 minute après ils ont sorti Christian. Ouais. Lui, pour le coup, je l'ai entendu pleurer tout de suite. Donc là, je me suis mise à pleurer pour le coup de soulagement. Et donc, elle m'a apporté Christian. J'ai pu lui faire, enfin, elle me l'a mis près de la tête. J'ai pu lui faire un petit bisou, petite caresse. Et puis après, elle l'a emmené en salle de soins. Et du coup, ils sont nés à 15h10 et 15h11. Et c'est le soir, vers 23h, je crois, que j'ai réussi à me mettre sur une chaise roulante et aller les voir en néonat à l'étage, quoi. Comment est-ce qu'ils vont à ce moment-là, du coup, Christian et Gabriel, après cette naissance avec du coup de la prématurité? Comment est-ce qu'ils vont tous les deux? Alors, Christian va très bien, parce que lui, pour le coup, il était mieux dehors que dedans. Et Gabriel, bah oui, non, il a été un peu surpris par la naissance, il n'avait pas prévu ça. Donc, les 2, 3 premiers jours, oui, c'est plutôt Gabriel qui était en assistance respiratoire, et Christian, ça allait à peu près. Christian, au bout de 3, 4 jours, il avait toujours pas évacué son méconium. Je crois qu'il a eu une radio qui montrait qu'en fait, bah, il était obstrué et qu'il pouvait pas évacuer ses selles, quoi. Je crois que c'est le dimanche matin qu'ils ont envoyé aux hôpitaux pédiatriques de Paris le dossier de Christian. Et c'est l'hôpital Robert Debré qui a répondu qu'ils avaient une place et qu'ils pouvaient le recevoir. Ce qui n'arrangeait pas surtout, c'était que pour l'instant, bah, Gabriel y restait à Argenteuil, donc où j'avais accouché. Donc là, forcément, le choc et moi je me mets à pleurer. Enfin, je me dis comment on va gérer les deux enfants si petits dans deux endroits différents. Et, euh, et puis après, là, pendant tout le début de semaine, en fait, on a alterné entre les deux hôpitaux. Il a jamais été question que Gabriel rejoigne Christian, Et du bah coup. ça, en fait, ça s'est fait du coup au bout de 10 jours. Donc ça a mis un petit peu longtemps à se mettre en place. Et puis, ils ont finalement accepté de faire le rapprochement de jumeaux. Enfin bon, dans tous les cas, ça a été un peu les chaises musicales parce que ça a duré. Bah, Gabriel, il est resté 8 semaines en néonat. Et dans les 8 semaines, si tu veux, il y a eu plein de changements de service. Enfin, déjà, on a fait tous les services plusieurs fois. Et puis, quand c'était un pas en avant, on faisait 2 pas en arrière. Donc ils ont fait un épisode bronchiolite. Christian, il a fait un malaise. Pour le coup, on a eu grosse frayeur quand même parce à cause de l'intestin du cœur, enfin bon, ça allait pas trop et il a fait un gros malaise où en saturation il était descendu à 30 et du coup il était parti en réanimation et puis pendant 1 semaine il devait être sous perfusion à jeun. Et donc ça retardait encore la prise de poids. Enfin bon voilà, plein de petits plein de petits trucs comme ça qui arrivaient par-ci par-là, qui justifiaient bah, les baisses de morale. Et en même temps, bah, de temps en temps, je relativisais en me disant que qu'on avait la chance que ce soit nos premiers, que en gros, entre guillemets, j'ai que ça à faire de passer mes journées avec eux et à m'occuper d'eux. Moi, j'aimais bien, voilà, même si c'était dans l'univers de l'hôpital, j'aimais bien pouponner et puis découvrir mes bébés, Hmm. quoi. Donc, Donc tu disais que du coup Gabriel a pu sortir après 8 semaines de néonat. ouais. Est-ce qu'ils ont pu sortir au même moment, Christian et Gabriel, ou pas du tout?
Alors, Christian, je me souviens bien, du coup, c'était un 13 juin, en fait, il a été transféré. Il a changé de service. Il est sorti, en soi, il est sorti de néonat pour atterrir dans le service enfin, de chirurgie viscérale. Et Gabriel, c'est la semaine d'après. Le 19 juin, il est sorti de néonat. On a obtenu l'autorisation en fait que je vienne dans le service voir Christian avec Gabriel, parce que normalement les enfants de moins de 15 ans sont pas autorisés dans le service. Comment elle se passe du coup l'opération de Christian pour du coup sa première opération, celle des intestins? Donc le lundi, il s'est fait opérer, ça s'est bien passé. Par contre, lui, bah, l'opération s'est super bien passée, mais lui, les jours d'après, c'était quand même assez douloureux. Mais voilà, plus ou moins confiant parce que l'opération s'était très bien passée et que le chirurgien était quand même rassurant. Donc, ouais, au bout de 7 jours, on a eu le feu vert pour rentrer à la maison. Donc, Ok, justement, comment ça se passe ces premières semaines à 4? Est-ce que vous avez mis en place des choses aussi spécifiques pour Christian, du fait de sa cardiopathie, son opération à venir, du fait de la trisomie 21 aussi peut-être? pas immédiatement. Alors, pour la trisomie 21, si, dès le début, au mois de mai, enfin, dès la naissance, on avait contacté bah, la MDPH. Il y avait une assistante sociale qui était passée dans la chambre à l'hôpital pour nous aider à remplir les dossiers qu'il fallait remplir pour déclarer bah, le handicap de Christian et se faire connaître à la MDPH. MDPH, du coup, c'est... Ah, c'est la maison départementale des personnes handicapées. Ça permet de faire un dossier et un suivi et de faire des demandes liées au handicap de la personne. Donc ça donnait droit à certaines allocations et certaines aides, notamment financières, parce qu'il y a des prises en charge qui ne sont pas toutes remboursées par la Sécu et prises en charge à 100% du fait de son handicap, donc qui est considéré comme une affection longue durée en fait. Bah, lié à ça, il y a les choses, par exemple l'orthophoniste, le kiné, tout, c'est pris en charge à 100%, mais par exemple la psychomotricité, euh, qui est aussi utile à mettre en place dans le cas de la trisomie 21, bah, c'est pas pris en charge. Donc typiquement, ça, bah, ça peut être un argument pour demander des aides financières à la MDPH et c'est compris dans les allocations. Donc on avait fait ça. Et puis, non, je crois que l'été, on a surtout cherché à profiter. Moi, j'étais complètement gaga. Je passais mes Hmm. journées du coup avec eux. J'étais complètement, ouais, non, complètement en fondance devant mes enfants. C'était les plus beaux, les plus mignons. Voilà. Donc, à voir les photos de mon disque dur, je passais mes journées à les filmer et à les photographier. Et donc tout début septembre, et bah direction l'hôpital. Alors pour le coup c'était Necker parce que c'est eux les pros du cardiaque Ouais. à Paris. Et mon mari enfin il était un peu moins serein, mais moi je me souviens d'être ressortie de cet entretien hyper rassurée et complètement sereine par rapport à l'opération parce que le chirurgien il avait été très 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 rassurant. rassurant, ouais. Ouais, hyper bienveillant, même par rapport au handicap, on en avait parlé. Enfin, du coup, ça n'avait pas de rapport direct avec l'opération cardiaque, mais enfin, on avait parlé aussi du handicap de façon générale et tout. Et je me souviens d'être ressortie avec une hyper bonne impression et de me dire, c'est bon, tout va bien se passer. Et du coup, on est ressorti de là en se disant, bon, il va le faire les yeux fermés, ouais, en expression bien sûr, et ça va bien se passer. Et voilà. Bon, quand même dans l'attente du fameux coup de fil pour nous dire que c'était fini et que Ouais, ça bien s'était sûr. bien Hmm. passé. Et puis bah il a appelé pour dire que ça y est, que ça s'était super bien passé et qu'on allait pouvoir bientôt le voir en réanimation. Et de là, il s'est hyper vite remis. J'ai des photos de lui donc l'opération c'était le lundi après-midi. J'ai des photos du mercredi, je crois, où il a déjà retrouvé son super sourire. Et pour le coup, non, on avait senti qu'il se remettait mieux que l'opération intestinale. Et le lundi, on est rentré. Et de là, bon, ça a mis quelques jours à se remettre un peu en place pour Christian au niveau de l'alimentation et tout. Mais donc l'opération, il avait 4 mois et quelques. Et puis là, ouais, à partir de 5-6 mois, bah, c'est parti, quoi. Enfin, là, on a pris notre rythme vraiment de croisière enfin, voilà, il tétait en même temps, il faisait les siestes en même temps, il faisait tout en même temps et tout roulait, quoi. Génial.
Au fil du temps, du coup, comment est-ce que la relation entre Christian et Gabriel, est-ce qu'elle s'est construite? Est-ce que tu sens qu'il y a justement ce lien particulier du fait de leur gémellité? Est-ce qu'il y a aussi peut-être une particularité du fait de la trisomie 21 de Christian? Est-ce que tu vois quelque chose de particulier entre deux? Euh, Quelque chose de particulier, je pense que c'est sûr. Après, nous, dans notre entourage, c'était les premiers jumeaux qu'on avait, c'était nos premiers enfants. Pareil, dans mes frères et sœurs, mes sœurs ont eu des enfants en même temps, mais c'était aussi les premiers. Enfin, donc, lien particulier, oui, très certainement. Mais après, nous, ce qu'on remarquait surtout, enfin, ils étaient trop drôles et trop mignons ensemble. Ils se marraient pendant les siestes. Dès qu'il y en a un qui était réveillé, on entendait les deux qui gloussaient. Enfin, on se disait, mais on aurait trop aimé être des petites souris et être dans leur chambre et savoir ce qu'ils faisaient, quoi. Mais c'était trop drôle. Et en fait, on avait installé un... Bon, on était en appartement et on avait installé tout le coin jeu dans le salon. Et donc, quand on n'était pas en promenade ou en repas ou autre, ils étaient dans ce petit coin jeu. Et puis, en fait, ils étaient tout le temps ensemble. Même les premiers rendez-vous de Christian qui ont commencé vers 7 mois. Gabriel, il accompagnait Christian avec moi. Donc, pour les premières séances, il était là avec nous. Donc Gabriel, depuis qu'il est tout petit, en fait, il a vécu ça avec Christian. Et à la maison, ils faisaient tout ensemble et ils étaient toujours ensemble. En fait, c'était comme un copain qui est toujours là, quoi. Et ça a duré, cette complicité et d'être que tous les deux, ça a duré vraiment même très longtemps. Et même après l'arrivée de Maxence, donc ils avaient un peu plus de 2 ans et demi, ils continuaient à être super complices. C'est plutôt là ces dernières années, avec Maxence qui a grandi aussi, qui a rattrapé évidemment Christian en langage. Enfin voilà, très vite il s'est mis à mieux parler que Christian, évidemment, parce que Christian, ça met du temps à se mettre en place le langage, même s'il y a des progrès, mais bon, forcément, ça met du temps. Ouais. Et là, on sent que voilà, c'est complicité et jumeaux. Elle est beaucoup moins évidente que les premières années, forcément, parce qu'il y a les centres d'intérêt qui sont pas forcément exactement les mêmes, même si on n'est pas forcément à des extrêmes, hein. Il y a les copains en classe qui sont différents. Enfin bon, voilà, Gabriel, il fait aussi... Enfin, il a commencé à lire, par exemple, donc il lit des histoires, alors que Christian, il regarde juste les images avec Maxence. Enfin bon, c'est... Voilà, il y a des... C'est ça que je dis enfin, c'est à ça que je pense quand je dis que les centres d'intérêt sont un peu différents, c'est que forcément, en grandissant et le décalage étant forcément présent, la complicité, elle est un peu moins évidente. Mais je dirais que jusqu'en petite section, ils ont fait leur petite section ensemble. Pour la moyenne, on a décidé de les séparer parce qu'en fait, Gabriel était limite un peu trop fusionnel et à se fâcher dès que les copains s'approchaient et s'occuper un petit peu trop de Christian en disant mais c'est mon jumeau dans le sens où c'est moi qui Il avait peur qu'on lui pique. les copains avaient pas trop le droit de s'approcher de lui. Et du coup, après, en moyenne section, on les a séparés pour que Gabriel puisse aussi vivre de son côté sa vie sans se soucier H24 de Christian, quoi. Mais il restait. Je me souviens, ça avait été quand même une petite préparation. Alors, à la fin de l'été, après la petite section, il se rassurait, il se disait, ah, mais c'est pas grave si on n'est pas ensemble parce qu'on se verra au récré, puis à la Hmm. cantine, puis à la maison. Enfin, voilà. Mais ça avait été un sujet pour Gabriel, hein, de les séparer au début. Et puis maintenant, l'idée s'est faite, hein. Gabriel, il finit son CP. Christian, il finit sa deuxième grande section. Donc bon, voilà, ça fait 3 ans qu'ils sont plus dans la même classe, donc l'idée s'est faite. Et voilà. Après, il y a Maxence aussi qui est venu se rajouter. Depuis 1 ou 2 ans, lui, il fait vraiment comme ses grands frères, donc enfin, c'est pas comme des triplés, mais en fait, au final, au quotidien, ça me fait comme 3 enfants très rapprochés. Ça marche. Est-ce que, à un moment donné, vous avez expliqué à chacun de vos trois enfants, que ce soit Christian lui-même, sa trisomie 21, ou à Gabriel, ou à Maxence, ou est-ce que naturellement, en fait, sans besoin d'expliquer, eh ben, c'est quelque chose, voilà, le handicap, la particularité de Christian, elle est incluse dans le quotidien de la famille? Ou est-ce qu'il y a eu une explication à un moment donné qui a été donnée? Forcément, on a expliqué. Ouais. Même si au quotidien, la trisomie 21 est vraiment, vraiment pas un sujet. Enfin, c'est pas du tout que c'est tabou, hein, au contraire, mais c'est juste que, en Hmm. fait,
c'est pas du tout un sujet parce que Christian, on le considère vraiment, bah, enfin, comme Gabriel, comme Maxence. Je veux dire, c'est les mêmes règles pour tout le monde à la maison. On fait voilà, tout le monde fait la même chose. On prend la douche au même moment, on se met en pyjama au même moment, on mange en même temps. Enfin, il n'y a pas de consigne particulière pour les uns ou pour les autres. Ouais. Et après, oui, forcément, on a expliqué, bah voilà, quand Christian il s'énerve parce qu'il n'arrive pas telle chose, ou quand on passe un peu plus de temps à faire telle chose avec Christian, voilà, forcément, à un moment donné, je saurais pas dire quand, mais oui, assez rapidement, dès que Gabriel était plus ou moins en mesure de comprendre, on a dit, bah tu sais, Christian, il a quelque chose qui s'appelle la trisomie 21 et ça fait que voilà, bah il parle pas tout de suite, il met un peu plus de temps à savoir marcher. Mais comme en fait, au quotidien, bah, et puis dans la durée, les gens qui l'entourent, et puis notamment ses frères en premier lieu, voit qu'il y a quand même des progrès, en fait. Il le voit progresser au quotidien et il voit qu'il est capable de faire les choses. Donc, en fait, oui, ils savent que Christian, il y a la trisomie 21, mais en fait, ils en parlent quasiment jamais et c'est vraiment pas un sujet. Alors, nous, de temps en temps, parfois on s'énerve un peu parce que Christian, voilà, il veut pas faire les choses ou il se frustre pour telle ou telle chose. Alors, Hmm. voilà, c'est très rare, mais ça arrive qu'on dise, hey, c'est pas parce que tu as une trisomie 21 que tu peux pas faire telle chose ou que tu peux pas faire comme tout le monde et qu'il doit y avoir des règles différentes pour toi, quoi. Donc nous, c'est vraiment pas quelque chose qui fait qu'on Oui, le qu'il y a une limite, en fait. différence. Oui, oui. Non, Ouais. non, enfin, je veux dire, les trois, on les pousse à se dépasser et à faire les choses bah, en rapport avec leur capacité du moment. Et voilà, par exemple, là, à leur anniversaire, Gabriel, il me parlait de roller. Donc, on a fait offrir des rollers et je m'étais dit, bah, Christian aussi, en fait. Il n'y a pas de raison que Christian, il se mette pas à faire du roller sous prétexte qu'il a une trisomie 21. Et au final, c'était la première fois que les deux, ils mettaient les pieds dans des rollers et ça s'est bien passé, quoi. Et ils aiment bien et voilà. Et donc je suis contente aussi Enfin, bah, c'était une petite satisfaction de me dire, bah voilà, et c'est la preuve aussi, et que c'est pas parce qu'il y a la trisomie 21 qu'il peut pas faire les choses, en fait. Vous, en tant que parent, tu disais, il y a beaucoup quand même de rendez-vous, de suivi médical pour Christian. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû mettre en place autour du handicap de Christian où il n'y a pas eu forcément de changement dans votre quotidien, mis à part le fait d'être parent évidemment. Mais est-ce que voilà, il y a des changements que vous avez dû mettre en place? Alors, changement, pas tellement. Plus de l'adaptation. Je pense, Ouais, oui, c'est sûr que c'est des rendez-vous en plus. Après, bon, il pourrait avoir beaucoup plus de rendez-vous, mais nous, on s'était limité à orthophoniste, psychomote et kiné. Alors, sachant que la kiné, c'était jusqu'à l'acquisition de la marche. Donc, d'accord. jusqu'à l'été après les 2 ans. Enfin, on n'a pas repris en septembre parce que voilà, la marche était bien en place et qu'on pensait que c'était pas forcément la peine et que la psychomotricité faisait bien la continuité. Donc oui, pendant 2 ans, il y a eu, enfin, bah, un peu moins de 2 ans parce qu'il a commencé à 7 et 9 mois. Pendant quelques mois, il y a eu sur la semaine 30 minutes d'orthophoniste, 30 minutes de psychomote et 30 minutes de kiné. Après, on avait la chance d'être en centre-ville. Moi, je faisais tout à pied. J'emmenais Gabriel, ou alors je le faisais garder par. On avait la chance à l'époque d'avoir la famille à côté, donc soit il restait avec sa cousine, il était très content, soit il venait avec nous. Et puis après l'été après les 2 ans, il y avait plus que orthophoniste et psychomote. Enfin bon, c'était en centre-ville et c'était bien organisé. Ils ont fait leur rentrée en crèche aussi. Bah, à la rentrée où ils allaient avoir 2 ans et demi, là, en septembre. Parce que c'était important pour nous qu'ils fassent un an de crèche pour bah, s'habituer un petit peu à l'ambiance école et puis vie en À la collectivité. collectivité, ouais. Hmm. Et puis nous, c'était important aussi pour nous de pouvoir se rassurer, entre guillemets, et pouvoir dire à l'école que bah, ça s'est bien passé en collectivité, parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment de doute que ça allait bien se passer. Et effectivement, à la crèche, ça s'est très bien passé. Ils faisaient comme les autres enfants, enfin, ils participaient, voilà. Et... Enfin, ça s'est très bien passé. Euh, Après, je me souviens, bah, quand il y a eu Maxence, bon, bah, c'est juste que tu te rajoutes que t'as le cosy sous le bras avec le bébé. Voilà, c'est juste que bon, ça a rajouté une petite contrainte supplémentaire. Et après, on a déménagé
Et là, pour le coup, c'est un peu plus la campagne et du coup, un peu plus loin. Orthophoniste et psychomote, bah, ça rajoutait du temps Ouais, il de faut prendre les voiture. trajets, ouais, prendre en compte les trajets en voiture. Et, euh, et puis là, depuis cette année, c'est top parce qu'on a du coup changé encore d'orthophoniste et elle est juste en face de l'école. Donc c'est elle qui fait le... c'est elle qui vient le chercher à l'accueil et qui le ramène. Donc je fais plus la conduite Génial! d'orthophoniste. Et pour psychomote, c'est plus qu'une semaine sur deux, le vendredi après-midi. Donc Ça se c'est pas gère, si ouais. Hmm. contraignant que ça, ouais. Voilà. Ça marche. J'ai deux dernières questions pour toi. On en a parlé du coup. Ce sont des jumeaux monozygotes. Vous l'avez su après du coup la naissance des garçons. Est-ce que les médecins vous ont expliqué pourquoi c'est uniquement Christian qui a développé cette trisomie 21 et pas Gabriel? Non, alors je pense qu'on ne s'est pas expliqué pourquoi. Ce qui est sûr, bah, que c'est un énorme coup du hasard, même coup double, si je peux dire, si je peux Mhm. utiliser le jeu de mots. Parce que du coup, on a eu la division de l'œuf, donc qui a donné les jumeaux monozygotes, qui est en soi, je crois, pas dire de bêtises, qui est une anomalie, parce qu'un œuf est pas censé se diviser en deux, quoi. Mhm. Donc il y a eu cette division de l'œuf et en plus de l'anomalie qui est la trisomie 21, qui est que les chromosomes ne se remettent pas bien paire par paire. Et du coup, non, non, je crois pas qu'il y ait d'explication à ça. Ça arrive, les jumeaux dizygotes dont un seul est porteur de trisomie Ouais. 21, ça arrive, et je pense plus fréquemment que ce qu'on pense. Mais là, le fait que ce soit des jumeaux monozygotes, bah oui, c'est vraiment coup sur coup. Moi, je croyais, enfin, le généticien à l'époque nous avait dit que très probablement ce qui s'est passé, parce que bon, on saura jamais en soi, hein, parce que c'est à des niveaux microscopiques et ça se fait en quelques heures, enfin les premières heures qui suivent la conception, quoi. Hmm. C'est le mystère de la vie, si on peut dire. Mais en gros, le généticien à l'époque nous avait dit que très probablement on avait un embryon porteur de trisomie 21 qui Ouais. s'est divisé en deux pour donner des jumeaux monozygotes. Et en fait, au moment de la reconstitution des chromosomes, bah, Gabriel a laissé de côté le troisième chromosome 21, alors que Christian dans ses cellules, l'a gardé. Euh, et du coup, ça explique que Gabriel ne soit pas porteur. Et puis là, dernièrement, c'est un autre généticien, parce que l'autre a pris sa retraite, et donc le nouveau qui nous suit. Là, en janvier, il nous a dit que ça pourrait être Christian, l'œuf de Christian, en fait, qui a développé la trisomie 21 au moment de se reconstituer. Bon, donc l'ordre est pas forcément très arrêté. Mhm. Euh, on ne sait pas si c'est la trisomie ou la gémellité. Enfin, on ne sait pas qui de la trisomie ou la gémellité est apparu en premier, sachant que ça se joue à sûrement à quelques minutes. Euh, mais voilà, pour ça, on n'est pas. Je crois que manifestement, c'est pas forcément sûr, quoi. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment bah, un truc extraordinaire, quoi, qui est très rare et voilà, et si je peux dire, on a eu la chance que ce soit tombé sur nous, parce qu'on est... Enfin, on se dit vraiment, mais quand on y pense, c'est incroyable, quoi. J'avais justement, comme je te disais, donc une dernière question pour toi. Toi, en tant que maman, est-ce que ton regard sur la trisomie 21, il a évolué avec le temps? Entre ce que tu en savais avant d'être la maman de Christian, entre tes débuts dans la maternité et puis ton regard aujourd'hui avec le quotidien que vous avez. Alors, pour le avant, je saurais pas... très probablement que moi, je me disais, bon, bah... Enfin, comme tout le monde, je me disais c'est peut-être bien, mais c'est mieux chez les autres en tout cas. Très certainement que que je me suis dit ça avant. Et puis forcément après quand j'ai rencontré mon mari, bah, j'ai rencontré sa famille et son frère. Donc en fait, moi je dis souvent qu'on a eu cette double chance en fait dans notre histoire de déjà d'avoir la conviction bah, personnelle qu'on poursuivrait la grossesse s'il y avait quoi que ce soit. Donc je dis souvent que ça a été une chance parce qu'en fait on a bah au moment de faire un choix en fait finalement il n'y a pas eu besoin de faire de choix parce que pour nous c'était clair que on gardait Christian.
Et parce que je pense que c'est vraiment, enfin, ça doit vraiment être terrible et difficile quand la question se pose. Donc nous, on a eu la chance que cette question ne se pose pas. Et ensuite, on a eu la deuxième chance de connaître bien ce handicap, quoi, sur lequel on tombait et sur lequel on n'aurait pas imaginé tomber. Et en fait, bah, c'est comme ça, c'est tombé sur nous. Nous, en tant que parents, bah, forcément, enfin, on a commencé notre parentalité avec les jumeaux plus le handicap. Je pense que ça nous a fait relativiser. Une de nos premières pensées aussi quand on a eu le diagnostic, ça a été de nous dire, et on l'a remarqué surtout aussi quand on faisait l'annonce à des amis qui connaissaient pas forcément ce handicap, et puis ma famille qui n'était pas touchée directement par ce handicap. En fait, on s'est rendu compte que si c'est pas les parents qui témoignent de la vie qu'ils ont avec leur enfant, bah c'est pas les médecins et la société qui va le faire pour nous, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé aussi dans l'aventure des réseaux sociaux pour partager sur notre vie avec Christian et son évolution. Et tu vois, dès le départ, on avait plutôt vu juste parce qu'on a appelé notre truc Aventure extraordinaire. Ouais. En fait, en essayant de faire un jeu de mots sur le fait que bah, ça restait une aventure et et en fait, on l'a écrit X comme la forme des chromosomes, 3 pour les 3 chromosomes Bien 21, sûr. Mhm. et puis ordinaire parce que, tu vois, je pense qu'on s'était déjà dit, bah en fait, on va montrer qu'on peut avoir une vie ordinaire, même avec le handicap. Et au final, ça se confirme parce qu'en plus, le compte Instagram, malheureusement, est un peu à l'abandon, bah, parce que, en fait, au bout de 7 ans, il n'y a pas forcément d'inspiration et notre vie est tellement banale et ordinaire, du coup, qu'il n'y a pas forcément des choses Que très c'est que du pertinentes à quotidien. raconter. Non, mais oui, voilà, au final, Mm. on a une vie. Moi, en tant que maman, je sens pas que j'ai une vie particulière à cause de la trisomie 21. Par contre, c'est sûr que ça m'apporte des. Bah, je peux pas dire que sans la trisomie 21, je serais comme ci, comme ça. J'en sais rien. J'en sais rien. Le fait est que. Enfin, je me souviens que. Je me souviens quand même que les premières années, notamment quand Gabriel s'est mis à marcher et tout, je me souviens de me dire, mais comment font les mamans de jumeaux qui ont pas de trisomie 21 dans le lot? Parce que moi, enfin, à l'époque, je pensais que la trisomie 21 venait calmer le jeu, parce que je me disais, si j'avais eu deux Gabriel, mais c'était deux tornades, quoi. Et alors que là, j'avais Gabriel qui faisait des bêtises, et puis Christian qui les a fait, mais en décalé, quoi. Ouais. Mm. Donc, pour le coup, il faisait tout en même temps, sauf là, quand Gabriel s'est mis à marcher et tout. Et en même temps, enfin, je me fais des petites sessions de drogue, de photos et de vidéos de temps en temps parce que j'adore, je suis complètement nostalgique de ces premières années et de justement quand Gabriel s'est mis à parler, enfin, ils étaient juste trop, trop, trop mignons et j'adore revoir les photos et vidéos de cette période-là. Et non, en tant que maman, vraiment, au quotidien, en fait, c'est pas un sujet. Euh, En fait, évidemment qu'on sait que la trisomie 21 est là et tout, mais c'est juste que pour nous, bah, Christian est comme ça, quoi. Et après, au quotidien, bah oui, il est un peu plus câlin que les autres. De nulle part, il va te lâcher un je t'aime ou un t'es belle ou il dit à son père t'es beau. Enfin, il a des réactions spontanées que ses frères n'ont pas forcément. Enfin, je veux dire, des réactions vraiment affectives et qui te font. Enfin, je sais pas, J'aime bien dire que la vie est douce, quoi. Et en même temps, ça m'empêche pas de m'énerver comme toutes les mamans. Enfin, Ouais. j'espère que je suis une maman normale et que je m'énerve suffisamment dans la journée et j'ai mon lot aussi d'impatience et de cris et d'énervement, même si j'essaye de me soigner. Mais voilà, ça reste que ces trois garçons qui ont entre 4 ans et 7 ans à la maison. Et ça, en fait, non, au quotidien, la trisomie n'est pas un sujet. Après, en tant que maman, oui, bah, c'est les défis c'est les défis de toutes les mamans, notamment de trois garçons rapprochés qui sont pleins d'énergie, quoi. Merci d'avoir écouté Coup Double. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser une note depuis votre plateforme d'écoute préférée, puisque c'est vraiment ce qui aide le podcast à se faire connaître et à continuer de grandir. De mon côté, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.